Expo, c'est le podcast Made in Kazoo des managers qui nous ont fait vibrer. Toute notre vie, on rencontre des gens qui nous questionnent, nous challengent et nous bousculent et finalement nous font grandir. Vous savez, ces petites phrases de managers qui nous reviennent comme un refrain même quelques années plus tard. Parfois, ça résonne immédiatement et parfois, on a juste envie de changer de disque. En tout cas, ça fait partie de nous et ça conditionne notre management. Ce podcast est donc dédié à tous ces managers anonymes qui rythment nos carrières. Une façon de les remercier et de passer le relais. Aujourd'hui, je ne reçois pas quelqu'un de grand, mais de très grand. Quand il était petit, il rêvait de devenir un grand acteur, alors il devint grand et acteur de sa vie. Un parcours sans faute des mines à la vice-présidence Supply Chain Eurasie et Afrique du groupe SEB. Il accomplissait de grandes choses, avec de grandes équipes, de grandes décisions et de grands budgets. Un jour, il s'est dit que cette comédie-là lui apportait certes de petits plaisirs, mais peut-être pas le grand bonheur dont il rêvait. Alors il est monté sur les planches, il a pris une grande inspiration et il a improvisé quelques mots. Ce fut la plus grande décision de sa vie, rester grand et devenir acteur. Aujourd'hui, il est à la tête du premier théâtre 100% dédié à l'improvisation en France, d'un second théâtre à Bordeaux et d'un organisme de formation s'appuyant sur les techniques d'improvisation pour faire grandir les gens. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Thomas Debray, un grand garçon pas comme les autres. Bonjour Thomas. Bonjour Cindy, merci beaucoup pour cette présentation. Je t'en prie. Mais alors dis-moi Thomas, finalement tu ne serais pas resté un petit garçon? Je pense que je suis un petit garçon et je le serai toute ma vie. J'aime beaucoup dire que le cerveau il est fait pour jouer, il n'est pas fait pour travailler, donc transformons le travail en jeu et restons un petit garçon. Ah, super. Et est-ce qu'il y a des managers, justement, qui t'ont inspiré ça ou c'était en toi depuis toujours? Je pense que c'est l'expérience de la vie qui m'a appris ça. Tu sais, plus on grandit, plus on mûrit, plus on s'approche du côté du sage. Du sage qui parle moins, qui a de l'expérience et qui est de plus en plus efficace dans sa prise de recul, dans sa vision, etc. Est-ce que les managers m'ont appris ça? Probablement, qu'il y avait un côté ludique à faire plaisir à ces managers mentors, parce que j'ai eu des mentors dans ma vie et c'est un peu comme ton papa ou ta maman, tu as envie de jouer, de créer, de faire quelque chose et puis de leur dire t'as vu ce que j'ai fait? Il y a un petit peu de fierté à aller chercher un peu de reconnaissance là derrière. Bien sûr. Et est-ce qu'il y en a un comme ça que tu as en tête spontanément, tu n'es pas obligé de le citer, hein, tu peux le garder pour toi, mais qui t'a particulièrement inspiré? Oui, alors j'en ai deux. J'ai eu la chance d'avoir deux managers qui sont encore aujourd'hui mes mentors. Le premier s'appelle Laurent, le deuxième s'appelle Martine. Et Laurent, en fait, c'est un des premiers managers que j'ai eu il y a 30 ans, qui m'a énormément inspiré sur la notion d'exigence, d'excellence, de mise en action, de mise en mouvement par l'action. Et Martine, son prénom c'est Martine parce qu'il est tchèque, parce que il m'a inculqué l'esprit d'entreprendre. Ok, top. Alors est-ce que du coup ça m'intéresse de savoir comment on transmet à un jeune collaborateur, parce que c'était il y a 30 ans, hein, donc tu me permets Thomas, du coup comment on lui transmet le goût de l'exigence et de l'excellence? Comment il t'a transmis ça? D'abord, je pense qu'il y a une notion d'aura, des leaders charismatiques, des leaders inspirants, des leaders qui respectent énormément les collaborateurs, une dimension humaine très forte, avec la capacité rare de pouvoir te donner le sens de tes actions. Pourquoi tu fais ça? Et du coup, tu t'épanouis au quotidien. Parce que ce que tu fais fait sens pour toi, ce que tu fais fait sens pour la stratégie d'entreprise. Et plus tu avances, plus ça te parle, plus tu es aligné en fait, avec ce que tu fais. Et tu le fais et pour lui et pour l'entreprise. Et en même temps, tu constates que tu grandis. Et t'as poussé jusqu'à 1m93 quand même. 99. 99, ouf. Donc effectivement, il t'a bien fait grandir. Oui, et puis en plus, c'était dans un contexte très particulier, parce que j'ai fait 10 ans de management défensif. Ouais. Management défensif, plans sociaux, restructuration, re-engineering industriel. Donc c'était dans des situations où il y avait clairement des licenciements, des choses comme ça. Et quand tu as 25 ans et que tu dois gérer ce genre de crise, d'événements,
ça t'apprend très vite. Ouais, Et j'imagine. puis tu as très vite la réaction tes collaborateurs en face. Moi, ça m'a énormément aidé ensuite à prendre du recul et à considérer l'homme au centre des organisations, au centre de l'efficacité des entreprises, avant les processus, les procédures et tous ces termes un peu systémiques que j'ai beaucoup mis en place et que ensuite j'ai beaucoup arrêté de respecter. Un peu de rébellion, un peu de jeu. Un peu de jeu, exactement. Je pense que la première moitié de ma vie professionnelle, c'était la mise en place de standards, ce qu'on appelle des standards, des indicateurs, des plans d'action, des procédures, des process. Et ma deuxième vie, c'était de dire, ok, eh bien, je pense qu'on peut aller plus vite en travaillant sur le jeu. J'ai envie de dire, la première partie de ma vie, c'était cerveau gauche. Très cartésien, pragmatique, piloter tout ça. Et la deuxième vie, c'était plutôt cerveau droit, plutôt la partie émotionnelle, plutôt les énergies de travailler en fonction des énergies que tu sens en toi, avec tes collaborateurs. Et tu te rends compte que tu vas 100 fois plus vite. Et du coup, c'est Martine qui t'a donné un petit peu ce switch, qui t'a aidé à switcher du cerveau gauche au cerveau droit? Clairement. Martine, c'est un extraterrestre. Et en quoi il est extraterrestre alors? Parce qu'il pensait pas du tout comme ce que j'avais dans le cadre qu'on m'avait inculqué. Martine, il a un mot-clé, c'est... alors avec lui, les projets que j'avais, c'était des ouvertures de filiales, c'était des très gros projets. On partait de rien, on allait visiter des bureaux, des centres logistiques, on recrutait, etc. On rachetait... enfin, je dis on, c'est surtout lui qui rachetait des sociétés. Et puis, je me souviens d'un jour où il m'a dit... je lui dis... Pourquoi est-ce que tu démarres pas la négociation avec telle société? Il m'a dit, écoute Thomas, tant que je ne sens pas un climat de confiance et tant que mon interlocuteur n'a pas verbalisé de la confiance envers moi, de l'amour envers moi, ou de l'amitié envers moi, avec des mots en disant j'ai envie de travailler avec toi, je te fais confiance, j'aime bien travailler avec moi. Tant que je n'ai pas ça, je ne démarre pas une négociation. C'est intéressant. Et voilà, extraterrestre. Oui, ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend à l'école et des bons principes de management ou de négociation. Complètement. Et le mec le plus humain au monde. On faisait des séminaires, comme font toutes les très grandes multinationales, des séminaires de 2 jours avec je ne sais pas combien de personnes. Quand on se retrouvait avec l'équipe de Martine, on se retrouvait pendant 2 jours. Pendant une demi-heure, il faisait la présentation de la stratégie. Ensuite, chaque directeur avait 5 minutes pour présenter un produit local de tes origines. Donc moi, je présentais l'alcool, la Mirabelle des Vosges, par exemple. Et chaque pays présentait son alcool local. Ensuite, on allait faire une marche de 2 heures. Et ensuite, le soir, on partageait un repas tous ensemble en goûtant les spécialités locales de chacun. Et c'est tout ce qu'on faisait. Génial. Waouh. C'est inspirant. C'est ultra inspirant. Son approche, elle est assez simple. C'est de dire, si tu as compris le sens de l'entreprise, si tu as compris la stratégie de l'entreprise, les 3 axes stratégiques de l'entreprise, eh bien alors tu as tout pour faire. Si ce que tu fais en ce moment, ça répond et ça nourrit un des axes stratégiques de l'entreprise, eh bien continue. Si ce que tu es en train de faire, ce n'est pas dans les axes stratégiques de l'entreprise, arrête. Aussi simple que ça. Super. Et alors, est-ce qu'il avait quand même, malgré tout, parce que du coup, on sent qu'il a quand même été important, cet homme, Martine, dans ta vie, puisque c'est lui qui t'a permis de switcher. Donc, tu nous diras peut-être d'ailleurs un peu comment il a vécu le fait que tu switches de vie et que finalement tu le quittes pour aller vers une nouvelle aventure. Mais est-ce qu'il avait des petits défauts quand même, Martine? Parce qu'il a l'air comme ça merveilleux, mais j'imagine qu'il y avait bien un truc ou des choses qui t'agaçaient chez lui. Oui, alors Martine, c'est quelqu'un avec qui pendant 1 heure, on va parler 45 minutes de foot. Pendant 5 minutes, même pas. En fait, il va me poser 2 questions. Il va me dire, Thomas, est-ce qu'il y a des points de vigilance à venir? Est-ce qu'il y a des risques? Je vais lui dire oui. Il va me dire, est-ce qu'ils sont sous contrôle? Je vais lui dire oui. Et on reparle de foot. D'accord. Et si je lui dis non, il me dit de quelle décision tu as besoin? J'ai besoin que tu prennes telle décision dans tel pays, sur tel produit, avec tel client. Il m'a dit ok. Donc en fait, c'est très drôle parce qu'en fait, je peux pas dire qu'il m'a appris grand-chose. En fait, c'est juste à le voir travailler, à le voir faire ses présentations. Quelqu'un d'ultra sincère, aligné. Il aime pas, il est très franc, mais toujours très
bienveillant, avec une très grosse culture du flegme anglais. Et il était capable de faire passer des sujets ultra difficiles, des décisions ultra difficiles, comme une évidence, avec tous les salariés qui vont le suivre. Il gérait, je pense, quelques centaines de personnes. Donc, je peux pas dire il y a quelque chose qui m'énervait chez lui. Je suis trop en admiration, en fait. Ouais. Et je me dis, si, c'est un peu comme quand t'es amoureux de quelqu'un. On voit plus ses défauts. On voit plus ses défauts, quoi. En tout cas, c'est pour ça qu'on les aime. Ok, donc c'est intéressant parce que c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup, le sens pour toi, que ce soit dans ce que t'as aspiré, Laurent. C'est capital. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, je sais pas si on va parler d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, je gère avec des principes très simples. C'est quoi la raison d'être de l'entreprise ? C'est quoi la raison d'être de ton poste ? Pourquoi tu es là ? Dans ta raison d'être, c'est quoi ta mission ? C'est quoi le sens de ta mission ? C'est quoi le sens de l'entreprise ? Si tout ce système est aligné entre l'entreprise, tes besoins, là où tu as envie de t'épanouir, en fait, on n'a plus besoin d'indicateurs, on n'a plus besoin de plan d'action, quoi. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, j'en ai plus. Il n'y a que moi qui utilise des indicateurs pour répondre à des interlocuteurs plutôt financiers, les banques et mes associés. Mais aujourd'hui, je me rends compte que si je mettais en place des indicateurs, que je mettais en place un objectif, il ne serait jamais assez haut. Parce que quand tu ne mets pas d'objectif sur quelqu'un en disant le terrain de jeu c'est celui-là, éclate-toi, plus tu vas le mettre dans des conditions de s'éclater, à chaque fois, je suis surpris de voir qu'ils font 10 fois plus que ce que tu pensais, quoi. C'est quand même assez merveilleux, parce que là, tu exploses toutes les théories de management qu'on peut lire aujourd'hui sur le management par objectif, etc. Tu dis finalement, ça marche pas, jouez, amusez-vous, et c'est comme ça qu'on va toucher les étoiles. Il y a toujours un objectif, l'objectif c'est la stratégie. Donc moi, mon seul job aujourd'hui, c'est de m'assurer que la stratégie, elle est encore cohérente avec l'évolution du contexte, l'évolution du marché, de l'économie, etc. Et lorsqu'on fait une réunion aujourd'hui, qui dure jamais plus de 30 minutes, parce que je sais pas être concentré plus de 30 minutes, la première chose que je dis en réunion, c'est je vous rappelle les 2 priorités stratégiques sur les mois à venir, c'est ça et ça. Donc ça, c'est un peu un objectif. C'est parmi, on pourrait en avoir 5 ans, des objectifs, sauf qu'on définit des axes stratégiques qui répondent toujours au sens, à la raison d'être de ce qu'on fait. Parfois, quand on rachète une boîte, on rajoute un peu une corde à notre raison d'être. Donc pour moi, ce qui est très important, c'est qu'il n'y ait pas de zone d'ombre entre le salarié et le manager. Ce qui est très important, c'est qu'on puisse tous dire qu'on sorte du bureau et qu'il n'y ait jamais la boule au ventre. S'il y a la boule au ventre, c'est qu'il y a probablement un problème d'échange, de communication. Et puis si le périmètre, ton terrain de jeu, il est défini et qu'on te dit joue, plante-toi, fais des erreurs. Parce que de toute façon, de mes 30 ans d'expérience, là où j'ai le plus vite progressé, où je suis le plus fier, c'est à chaque fois quand j'ai pris des initiatives et je me suis planté, j'ai rebondi. Et je crois beaucoup plus à la progression par innovation de rupture que par une progression classique de cette fameuse roue qui monte, le PDCA, avec on met une cale en dessous, et puis demain on va faire un tout petit peu plus que la veille. Non, j'y crois pas à ça. Enfin, je l'ai vécu. Donc je vois, mais ça demande tellement d'énergie à faire fonctionner ce système. Dans ma précédente vie, je pense que je passais 40% de mon temps, 2 jours par semaine, à mettre à jour des tableaux Excel, des indicateurs, des plans d'action, de comparer les indicateurs à l'objectif, de trouver des actions pour corriger, pour atteindre le budget. 40% de mon temps. Et j'exagère pas. Et après, je me suis dit, 40% de mon temps, je vais plutôt les mettre à être avec les gens de mon équipe, avec les gens que j'aime. Je vais passer du temps avec eux. Et puis, j'ai un exemple très concret. En Russie, j'y allais 1 semaine par mois. En Russie, la notation, le meilleur élève, c'est celui qui copie le prof. Ils n'ont pas un système éducatif où tu apprends à penser. Le major, c'est celui qui copie-colle tout ce que le prof a dit. Et donc, d'une part, et c'est aussi des spécialistes de la triche. Un Russe qui vient à Lyon, forcément, il ne va pas payer le métro. C'est dans ses gènes. Donc, et j'y allais à chaque fois au début pour leur transmettre de l'expertise, de la compétence, etc., pour qu'ils soient meilleurs. Mais à peine j'avais le dos tourné, ils refaisaient ce qu'ils voulaient, et en fait... Sur un fichier Excel de 50 lignes, il n'y a que les 3 premières lignes qui étaient faites, et c'est les 3 seules qui me montraient. Et le jour où j'ai supprimé les indicateurs et les plans d'action, j'avais un objectif de croissance de 12%, ils ont fait 85%.
Ah ouais. Parce que tout le business se fait pas sur des fichiers Excel, etc. En Russie, le business se fait quand tu rencontres ton client au resto. Tu vas voir ton client, tu lui dis, t'as quoi comme budget d'achat ce mois-ci? J'ai 1,5 million sur l'électroménager. Ok, bah, si tu as un bon fit avec ton client, bah, tu vas nourrir son incentive, tu vas nourrir le tien, et puis tu as une commande qui tombe, et tu t'attendais pas, quoi. Donc en fait, il faut beaucoup d'amour. Ah, j'en suis convaincu. C'est que tu peux pas être manager si tu n'aimes pas les gens. Ouais. Ou alors tu n'es pas manager, ou alors tu es chef de projet, et puis tu es plutôt sur un domaine d'expertise. Et pour moi, il y a deux types de profils, hein. Soit tu es expert, soit tu es manager. Les deux, c'est difficile. Ok. Et est-ce que Martine a été ton premier client, alors, quand tu as monté ton premier théâtre? Non, parce qu'il n'était pas physiquement en France. Ouais. Mais c'était un des premiers en disant, c'est génial, vas-y, à fond. Ouais, il t'a soutenu à fond. Sa première question, c'est quand est-ce que tu vas faire ton premier million? Voilà. Toi, stratégie. Quand toi tu penses faire 100 000 euros, il dit 1 million, puis je sais que si je fais 1 million, bah, il va me dire les 10 millions c'est dans 3 ans. Ouais, il vise. J'ai des exemples sur lesquels, je sais pas si je peux le dire, mais j'ai un exemple sur lequel à un moment donné on voulait fermer une usine de fabrication à l'étranger. Donc pour moi c'était quelque chose de très fort d'aller annoncer à 200 personnes, on ferme l'usine, etc. Et lui il a toujours un coup d'avance. Sa première réaction c'est de dire est-ce que les machines on pourrait pas les mettre en Inde et puis on reconstruit une usine en Inde? Ben voilà, ça c'est des gens qui ont 10 ans d'avance quoi. On n'a pas fermé l'usine. Mais c'est ça ce qui est bluffant. Donc il m'a appris ça, il m'a aussi appris à réfléchir à ce que pense mon chef. De dire, pour que ça fonctionne, en fait, il faut que tu saches c'est quoi les attentes et la stratégie et de quoi a besoin ton boss. Donc tu vas bosser en fonction de ça et puis ça va marcher. Puis après tu deviens un duo de fous quoi. Alors, comment aujourd'hui, justement, avec tout ça, toutes ces inspirations, que je reprenne, donner du sens, aller générer de la confiance, travailler sur l'explicite dans la relation, donner le droit à l'erreur, jouer, voilà, passer plus 40% de son temps à jouer qu'à faire des tableaux Excel, si j'ai bien compris, comment tu fais pour rendre ça concret et opérationnel aujourd'hui dans tes théâtres? C'est une bonne question. Je pense qu'au moment où tu crées ton entreprise, tu la crées à l'image de toi. Et l'image de ce que tu es, c'est la digestion de 20 ans d'expérience. D'avoir été traumatisé par des slides, PowerPoint, etc. pendant 20 ans, de dire non mais ça j'en veux plus. T'es vachement sensible à ce qui te consomme de l'énergie et ce qui te procure de l'énergie positive. Je pense que en 7 ans, depuis qu'on a ouvert l'Improvidence, j'ai dû faire 2 fois des présentations PowerPoint. J'en fais jamais. Et si je m'amusais à présenter des graphiques à mon équipe, je me prendrais des verres d'eau dans la tête. Donc Mais ce serait pour jouer. Ce serait pour jouer, ouais, bien sûr. Je pense que... Je vais quand même essayer de répondre sérieusement. Ouais. Je pense qu'en créant ta société, c'est un peu comme si c'était ta maison que tu construis. Et tu imagines ta maison avec des grandes pièces à vivre, avec un certain type de confort, de fauteuil, des fenêtres. C'est accueillant, c'est lumineux. Ça, c'est un peu l'ADN de ton entreprise. Ensuite, c'est une maison qui va accueillir des gens, qui va accueillir des compétences. Donc, tu te dis comment est-ce que j'ai envie de les accueillir, c'est quoi le projet. Et ensuite, ça résonne ou ça résonne pas auprès de tes collaborateurs. Mais dans les entretiens, en fait, je m'en fous du CV. Ce qui m'intéresse, c'est juste le fit que j'ai avec la personne. De dire, ouais, cette personne, elle est fun, ça me va. Et je pars du principe qu'en tant que manager, c'est à toi de trouver c'est quoi le déclic, c'est quoi le potentiel de chacun. Le potentiel que chacun ignore. Et ça, je trouve ça génial. Parce que tu sais dire derrière chaque personne, ok, je sais où je veux l'amener dans 5 ans et je sais qu'il ne sait pas où je veux l'emmener. Et que 5 ans après, tu peux lui dire, tu vois d'où tu viens, tu vois ce qu'on a construit ensemble. Et ça passe par aussi un peu de fainéantise de ma part. Moins j'en fais, mieux je me porte. Donc si c'est les autres qui font, c'est génial. C'est l'art de la délégation. Donc c'est la délégation, c'est d'apprendre. C'est difficile de déléguer. Mais après, aujourd'hui, je suis dans un mode où tu délègues, ils vont peut-être faire 60 ou 80% de si c'est toi qui l'avais fait. Mais en même temps, j'ai rien fait, ça m'a rien coûté. J'ai juste défini un terrain de jeu. Et puis, quand tu crées ton entreprise, tu as 50 000 projets qui viennent. Donc tu fais la liste, puis tu vas voir tes collaborateurs, tu as dit, tu as envie de faire quoi? Ça et ça, fais-le. Après, t'es pris dans le bain, il y a plein de... Tu vois, il y a des nouveaux jeux à chaque fois, en disant, celui-là, j'en ai marre, j'ai arrêté de jouer avec... je connais toutes les règles de ce jeu-là, j'ai envie de changer. Et puis, le droit à l'erreur. Et il y a un truc à laquelle je suis ultra sensible, c'est le Ktovinovat. Le quoi? Le Ktovinovat. Attends, je vais essayer de le dire. Le Ktovinovat en russe, ça veut dire... Ktovinovat. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Qui est coupable. Ah oui.
Parce qu'en Russie, le c'est fameux. quelque chose si tu respectes pas quelque chose du régime, etc., t'étais mort, quoi. Et aujourd'hui, le job du manager ou chef d'entreprise, tu passes ta vie à gérer des problèmes. Donc après, ça devient un jeu, en disant, c'est quoi le problème d'aujourd'hui ? Voilà. Et d'avoir quelqu'un qui vient te voir en disant, j'ai un problème, mais je sais pas c'est qui, moi j'ai fait ce qu'il fallait, c'est pas moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on va fixer le problème et comment est-ce qu'on va le mettre dans le dur pour que plus jamais il arrive. Mais puisque je te demande de faire des erreurs, il y aura des problèmes. Donc le pire, c'est s'il n'y avait pas d'erreur, ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu d'initiative, ça veut dire qu'on serait en train de s'endormir. Le statu quo, il est hyper important, il faut tout le temps le remettre en cause. Donc en gros, tu nous dis qu'il faut tout le temps, c'est comme une maison, il faut l'entretenir, comme tu disais tout à l'heure, il faut construire notre grande maison quand on est manager, la décorer avec ses collaborateurs, et puis l'entretenir, du coup faire des extensions, la transformer, péter des cloisons, la remettre au goût du jour, et ce sera ça en fait la grande aventure pour toi ? Oui, exactement. Tu changes les meubles, de temps en temps tu dis j'ai l'impression que ça s'endort un petit peu, tu viens le soir et tu déplaces tous les bureaux. Tu fais ça ? Ah oui. Il est dingue. Si je le fais avec l'équipe, ils vont me dire non, et j'ai 10 000 raisons pour ne pas le faire. Donc, de temps en temps, oui, je déplace des choses, je mets plein de trucs à la poubelle. Ouais, ça peut servir. Non, moi, de l'espace, du vide. Pour bousculer de temps en temps, et c'est très important pour moi de remettre en cause l'organisation tous les 6 mois. De repenser la stratégie très régulièrement, tous les 6 mois, on change, on la reprécise, on repense systématiquement la remise en cause du statu quo. Et on change l'organisation, et si idéalement tu peux changer les bureaux, l'aménagement, de dire tiens, on va faire les bureaux dans la chambre pendant 3 mois. Pour que tout le temps, on soit dans une instabilité, tu vois, un petit réflexe de. Un inconfort qui fait que t'es encore confortable plus... quand même. Ouais. T'es en confiance en disant, t'es en confiance dans ta boîte, ça va. Et tu crées des situations inconfortables pour libérer le potentiel de créativité de tout le monde. Ok. Donc, le grand petit conseil de Thomas Debray, c'est jouer, faites-vous plaisir et changez les meubles de place. C'est ça. Super. Merci Thomas. Je t'en prie Cindy, merci beaucoup. Eh bien, j'en aurais passé un grand moment. Ça vous a donné envie de jouer, vous aussi ? Au fait, moi c'est Cindy, chef d'orchestre chez Kazoo. Le kazoo, c'est un instrument de musique, mais c'est aussi ma boîte. On y a pour ambition d'aider les organisations à instaurer une dynamique apprenante et accélérer leurs projets d'entreprise en développant les compétences individuelles et collectives. Et pour ça, il faut trouver le bon tempo, embarquer les managers et leur donner le micro. Donc si tu veux découvrir le champ de nos activités et découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur notre site kazoo.fr. On s'appelle au Kazoo.